cycle de conférences consacrées de la Savoie, un cycle que j'ai intitulé Savoie et mondialisation. Pour les personnes qui ont vu la précédente vidéo, elle abordait le thème principal de mon exposé, la pièce principale de mon exposé étant l'analyse juridique du statut de la Savoie, lequel statut est susceptible dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, en tout cas dans les mois qui viennent, prendre une importance considérable dans l'esprit de ceux qui vont le découvrir au fur et à mesure de l'extension de l'incendie que ce fait juridique qui caractérise la Savoie aujourd'hui, qui est l'abrogation de son traité d'annexion à la France, cette pièce principale, elle permet ensuite d'aborder ce que je considère en 8 étapes être l'avenir de la Savoie, compte tenu de ce fait juridique de l'abrogation du traité d'annexion de la Savoie. Ce deuxième cycle de conférences est donc consacré, enfin cette deuxième conférence de ce cycle est donc consacrée à l'histoire et au secret qui caractérise finalement le dossier de la Savoie, cette difficulté à avoir une vue d'ensemble, à comprendre le mécanisme qui conduit à une situation aussi incroyable que la perte par la France de 2 départements par l'application et par l'effet d'un traité international signé dans sa capitale. C'est un fait unique au monde. Ce fait, il va, dans les prochains jours, prendre une certaine ampleur, puisqu'il va devoir être pris en considération. La question n'est pas de savoir si le traité est abrogé. J'affirme qu'il l'est, je l'affirme et j'attends avec impatience que des juristes viennent me dire l'inverse. Il en est déjà un de renommée internationale qui s'y est risqué et il n'a pas été en mesure de résister plus que quelques minutes. En réalité, donc, la Savoie est un cas tout à fait unique. C'est d'ailleurs la difficulté, même si quelques minutes à peine suffisent à un esprit simple à comprendre la situation. En réalité, il y a un problème technique qui va entraver la compréhension immédiate et instantanée du problème. C'est l'absence de cas similaires existants, de sorte que lorsqu'il vous arrive quelque chose, vous pouvez demander à votre cerveau de comparer avec votre référentiel, mais si le fait est nouveau, on est obligé d'imaginer par analogie ce qui va se produire. C'est exactement le raisonnement juridique que je vais développer. Donc, dans un premier temps, rappel un peu de ce qui avait été, et résumé de ce qui avait été abordé concernant l'abrogation pour ensuite aborder le thème précis de la soirée, qui est histoire et secret, des histoires secrètes dans le passé, des histoires secrètes aujourd'hui, avec des cas concrets, et des histoires et secrets de demain. Et ça, c'est la dernière partie qui donnera l'occasion, je pense, à certains de poser des questions auxquelles j'essaierai de répondre. Pour revenir donc à la première partie, le résumé de la pièce principale de la démonstration, c'est-à-dire l'abrogation. Cette abrogation, c'est un fait juridique, c'est du droit international, et c'est un fait juridique qui se produit à un moment tout à fait charnière. Pourquoi Savoie et mondialisation?
Parce que la Savoie, elle est dans l'esprit des gens rattachés à la France, elle est dans l'esprit des gens rattachés au monde, cette situation doit prendre en considération un fait juridique qui est susceptible de faire aborder ce phénomène de mondialisation par la Savoie d'une manière originale et d'une manière favorable aux intérêts de la Savoie et des populations qui y habitent. Ne pas oublier que la Savoie, c'est un État qui a été souverain pendant des siècles, apparu avec le deuxième millénaire. Voilà la Savoie qui bascule dans l'espace juridique, administratif et politique de la France en 1860, et depuis 150 ans, eh bien, la Savoie vit au rythme des lois françaises. Ces lois françaises, quelles sont-elles? C'est un droit qui est caractérisé par une hiérarchie des normes, le droit français. Tout en bas, vous avez les arrêtés, les règlements, les circulaires, et au-dessus, vous avez les décrets lois et les lois. Et vous avez au-dessus de la loi la Constitution française, en l'occurrence celle de la Ve République, qui date de 1958. Et que dit cet article, que dit cette Constitution de 1958 qui est en vigueur? Elle dit dans son article 55, c'est une caractéristique de la France de placer tout en haut de la pyramide et de la hiérarchie des normes le droit international, et donc un traité ou une convention internationale qui sont en vigueur l'emporte sur le système juridique interne de la France, donc la Constitution, donc les lois, donc les décrets, donc les arrêtés circulaires et textes de type délibération d'un conseil municipal. Tout ça, c'est du réglementaire, et tout ça est soumis tout en haut aux traités internationaux. Alors, les traités internationaux, ces traités internationaux, ils doivent être officiels, être en vigueur, et à partir du moment où ils sont en vigueur, alors ils impriment leur autorité sur l'ensemble des textes sous-jacents. Le traité de 1860 est un traité international. La question est de savoir s'il est en vigueur. S'il est en vigueur, pas de problème. La France exerce son autorité administrative, politique et juridique sur la Savoie en s'appuyant sur ce traité international. En revanche, s'il est abrogé, s'il n'existe plus, eh bien, à ce moment-là, la France et tous ses fonctionnaires sont devenus illégaux, ou plus exactement, pour être précis au plan juridique, ils deviennent des autorités putatives. Un exemple concret. Vous épousez une dame, vous publiez votre liste de mariage, vous publiez vos bans, vous faites la fête, vous signez les registres de l'état civil, et en réalité, tout le monde est bien conscient que vous êtes marié. Hélas, on découvre à un moment donné que la personne que vous avez épousée était déjà mariée. Elle se croyait veuve, la personne a survécu à la guerre et revient. L'instant d'avant, vous étiez marié avec cette personne. L'instant d'après, du fait que vous découvrez un fait juridique incontournable, la personne est toujours mariée, puisque les liens de mariage qui l'unissaient à son premier mari existent encore. La personne n'est pas veuve, divorcée ou célibataire au moment où elle vous a épousé. Et bien la seconde d'après, vous n'êtes plus le mari de cette dame, vous n'êtes plus la femme de ce monsieur. Vous êtes certes encore son mari ou sa femme, mais de manière putative. C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne l'êtes plus. Le fait juridique du mariage a été abrogé par la découverte de ce que
la situation réelle n'était pas celle des apparences. Alors voilà, avant que la France, on ne découvre que le traité est abrogé, elle exerce une autorité tout à fait légitime, mais elle devient putative à l'instant même où on découvre que le traité de 1860, qui justifie et base toute son autorité et sa légitimité sur les personnes qui vivent sur ce sol, toutes les lois qui s'appliquent sur le territoire, toutes les lois françaises, ne peuvent le faire que si le traité est en vigueur. Il ne l'est pas pour une raison très simple que l'on peut voir développée dans la première vidéo, mais dans l'immédiat, je viens dire que cette abrogation découle d'un traité international qui, lui, est parfaitement en vigueur et dont la France et les Français et le monde entier ne peuvent pas faire l'économie, puisqu'il s'agit d'un traité signé à Paris. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Tout simplement, c'est le traité de paix entre les puissances belligérantes de la Deuxième Guerre mondiale, au rang desquelles se trouvait la France, et l'Italie, qui a récupéré, par l'effet du droit de suite, les traités antérieurs, notamment ceux du royaume de Piémont-Sardaigne, devenu roi d'Italie, royaume d'Italie devenu République italienne. Ces Italiens ont signé un traité de paix, et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en mai 2011, nous ne sommes pas en guerre avec l'Italie, ou sinon ça se saurait. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Italie grâce à un traité, c'est le traité du 10 février 1947. Je n'ai donc pas grande nécessité à démontrer la vigueur et la légitimité de ce traité du 10 février 1947, signé à Paris, est bien en vigueur. Que dit-il ce traité? Il dit dans son article 44 que les traités antérieurs à 1947, évidemment le traité de 1860 c'est avant 1947, pour ceux qui ont appris à compter à l'école, c'est assez facile à comprendre. 1860, c'est concerné par le traité de 1947, et ce traité de 1947 fait obligation à faire deux choses. Nous sommes en 1947, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'ONU et on a créé le droit international public tel que nous le vivons aujourd'hui, et tel qu'il me permet d'être très affirmatif quand j'affirme et démontre que le traité de 1860 est abrogé. La question des conséquences incommensurables que cela peut avoir et des effets que cela va produire, ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire de la Savoie et de son peuple qui seront amenés tôt ou tard à faire valoir des droits que je ne fais que révéler je ne fais qu'en révéler l'existence. La Savoie, ce n'est pas, et c'est ce qui la différencie d'un certain nombre d'autres régions françaises, ce n'est pas une simple région, c'est un État qui pendant des siècles a exercé sa souveraineté et qui l'a perdue, ou en tout cas, elle n'a pas disparu puisqu'elle a été exercée, et simplement exercée, par la France en vertu du traité de 1860. Cet exercice, il est légal à condition que le traité de 1860 soit bien en vigueur et qu'un autre traité nouveau, plus récent, 1947, ne vienne pas dire expressément qu'il a disparu et qu'on ne peut plus en tenir compte. Or, c'est précisément ce qui va résulter de la simple lecture du traité de 1947. Mais, si vous le permettez, avant d'aborder le problème de l'histoire et des secrets qui caractérisent à toutes les époques et à toutes les étapes, à tous les étages, le rattachement de la Savoie à la France, je souhaiterais que vous écoutiez avec moi ce que dit de la mondialisation un expert dont j'ai retenu les paroles parce que contrairement aux dizaines de spécialistes français s'étant penchés sur le sujet, M. Juvin présente la caractéristique de
se projeter vers l'avenir. Il ne se borne pas à disséquer, à expliquer ce qu'est le phénomène de mondialisation. Il anticipe sur les modalités par lesquelles les groupes d'individus, les secteurs géographiques, les pays, les nations, les régions doivent au mieux se profiler pour subir le moins possible un phénomène qui, par ses côtés négatifs, risque d'annihiler, d'anéantir les individualités, les originalités, les richesses, les caractéristiques des hommes lorsqu'ils vivent sur un territoire donné, et en particulier, pour ce qui est de la Savoie, ils l'ont fait pendant plusieurs siècles. Par conséquent, face à la mondialisation, eh bien, je dis que la Savoie a un avenir radieux, dans la mesure où c'est un pays qui va renaître de ses cendres, ou du moins qui va exercer de nouveau sa souveraineté, puisque la France est putative. Elle a perdu son autorité légitime. Elle l'a perdue par l'effet d'un de ses traités, le traité de Paris du 10 février 1947. Mais écoutons M. Juvin et on reviendra immédiatement à la Savoie. Simplement, vous allez entendre quelqu'un qui estime que l'exercice des droits et des caractéristiques propres d'un groupe, c'est une chance au moment où la mondialisation est en marche et n'est pas prête de s'arrêter. Troisième élément de ce qui vient et de ce qu'il convient de faire, si la masse se remet en ordre avec la puissance, si chaque région, chaque continent devient de plus en plus autosuffisant, souverain et autonome, il est clair qu'il convient d'affirmer ses singularités. C'est la singularité qui fait et qui fera la valeur, et ce qui est unique seul n'aura pas de prix. Je crois que le mouvement qui est engagé est un mouvement où la banalité, la commodité, vaudra de moins en moins. Et le mouvement qui est engagé est un mouvement où ce qui est singulier, ce qui est propre à telle ou telle partie du territoire, appellation d'origine contrôlée, ce qui est propre à telle ou telle population, tradition, mœurs, coutumes, ce qui est propre à une population circonscrite et définie, identité, vaudra de plus en plus et comptera de plus en plus. Et cela, ça signifie un enjeu politique considérable, et pour l'ensemble du monde, et pour nous Européens, et pour nous nationaux ou régionaux de ce rêve européen. Les 20 ou 30 années qui se sont passées ont été celles d'un immense bûcher de la diversité. C'est tous les jours que des langues disparaissent. C'est tous les jours que des cultures, voire des civilisations sont en train de disparaître. Et c'est tous les jours qu'à coup de téléphone portable, de télévision satellitaire et d'Internet, nous sommes en train de détruire des cultures et des civilisations démunies et sans moyen de résistance. Ça, c'est le passé. La mondialisation, elle est largement réalisée. Cette unification du monde par les télécommunications, par le capitalisme et le marché, elle est très largement réalisée. Ça n'est pas contre, c'est à partir de cette situation qu'autre chose est en train de se construire. Et autre chose est en train de se construire sous l'égide de la singularité, parce que la diversité est la qualité fondamentale et peut-être unique de l'esprit humain. Je vous invite tous à relire Margaret Mead, ses écrits sur notamment la sexualité dans le monde pacifique. Margaret Mead, ethnologue travaillant dans les années 30 et 40, a ces phrases remarquables. Travaillant sur 3 populations de Nouvelle-Guinée qui vivent dans les mêmes conditions, sur les mêmes territoires et dans le même monde, je ne peux qu'être confondu par l'infinie ingéniosité avec laquelle les communautés humaines inventent des réponses diverses aux mêmes problèmes, s'inventent des mœurs, des traditions et des civilisations qui font que chacune est
singulières, profondément différentes, profondément uniques, alors qu'elles vivent rigoureusement dans les mêmes conditions, qu'elles sont affrontées aux mêmes problèmes et qu'elles sont tentées et qu'elles doivent affronter le même destin. Je crois que le génie de la diversité est en train de se réveiller dans le monde. Je crois que ce que nous sommes en train de vivre, c'est l'insurrection de la différence. Tout ce que nous appelons fondamentalisme, tout ce que certains tentent d'appeler populisme, tout ce qui est en train de se réveiller, c'est la nécessité vitale de circonscription des sociétés humaines qui ont besoin de savoir se clore pour se destiner à un destin commun, pour être autonomes, pour débattre et pour décider. Je crois que c'est la perspective politique la plus importante des années à venir. C'est quelque part la question de la singularité, c'est quelque part la question de la distinction et c'est quelque part la question de la frontière. Je crois que la sortie de la mondialisation, elle s'échafaude et elle se construit à partir de la mondialisation. Des outils nous sont donnés, un terrain de jeu nous est fixé et cela ne changera pas. Je crois simplement que ce qui est en train de se dessiner, c'est que dans sa confrontation au retour de l'histoire et de la géographie, dans son retour au contexte et au réel tel qu'il est sous nos pieds, dans son contexte à la réalité de la vie des hommes et des femmes dont 80-90% continuent d'être déterminés par ce qui se passe à 10 ou 20 km de leur domicile, au plus proche et au plus intime, le génie humain est en train de réinventer de la diversité. Le génie humain est en train de se réemparer de tous les outils que la mondialisation a mis à sa disposition pour retrouver des voies originales, multiples et distinctes. Je crois que le grand défi qui nous est donné à nous, Européens, c'est que être Européen, ce soit une condition aussi fondamentale du citoyen européen que peut l'être, par exemple, la condition du citoyen américain ou celle du citoyen chinois. Je crois que nous sommes devant la nécessité de nous inventer un avenir désirable et de nous composer un projet original qui pourra seul faire autre chose qu'une identité provenant des origines ou des croyances. Je crois que le grand défi de la sortie de la mondialisation est là. Il est celui de projets identitaires, il est celui de sociétés qui redéfinissent leurs frontières et leurs circonscriptions pour pouvoir se choisir un destin, s'inventer un projet et se donner un espoir sans lequel tout débat politique, tout débat économique ou géopolitique n'ont pas de sens. Je crois, vous l'avez bien compris, que les questions d'identité, les questions de frontières et les questions de détermination sont les questions politiques du monde qui vient. Faites attention. Alors, on a bien compris, si quelque chose n'est pas original, il a moins de chances de résister à un écrasement général. Et en ce qui concerne la Savoie, elle n'est pas dépourvue de moyens. La Savoie, juridiquement, c'est un État qui est toujours doté de la souveraineté. L'annexion territoriale d'un pays ne fait pas disparaître la souveraineté du pays qui est annexé. Cette souveraineté est entre les mains de celui qui légalement l'exerce. Il l'exerce, en ce qui concerne la France sur la Savoie, pendant 150 ans, jusqu'à ce qu'on découvre que ce traité est abrogé. Alors, le territoire de la Savoie, contrairement à d'autres régions qui ambitionnent d'avoir un avenir, mais qui n'en ont pas le droit, la Savoie a un avenir qui lui est propre, puisque dépourvu, déchaîné de l'annexion par la France, et du fait de l'abrogation du traité de 1860, la Savoie va pouvoir exercer de nouveau sa souveraineté. Son territoire est bien défini, c'est-à-dire qu'il existait avant l'annexion, il est défini par des traités internationaux et ses bornes
ces frontières sont cadastrées, sont existantes. La population, eh bien, elle a constitué un peuple souverain pendant des siècles et donc elle existe. Quant aux institutions, ces institutions, elles ont été marquées dans le marbre, et même si des destructions massives de documents historiques caractérisent la Savoie, il n'empêche que la Savoie est éternelle. Ça fait d'ailleurs partie des mots qui sont prononcés au moment de l'annexion. La Savoie dispose de droits qui sont censés être imprescriptibles, qui sont censés être éternels, mais qui, au fil des décennies et des siècles, vont s'effilocher. Jusque dans les années 80-90, date à laquelle un certain nombre de patriotes vont réunir des documents, retrouver traces de droits, commencer à revendiquer leur renaissance ou leur reconnaissance, ou en tout cas vilipender et se plaindre de violations de droits qui avaient été promis et accordés éternellement à leurs ancêtres. Et ces mouvements, qualifiés, me semble-t-il, improprement d'indépendantistes, en réalité patriotiques. L'indépendantiste, c'est quelqu'un qui souhaite son indépendance, mais qui, par définition, n'en dispose pas encore, et qui réclame que lui soient reconnus certains droits qu'il n'a pas encore. Dans le cas de la Savoie, les mouvements qui retrouvent les promesses qui ont été faites, qui retrouvent les caractéristiques de la Savoie, ces mouvements étaient des mouvements patriotiques. En réalité, ils demandaient simplement à ce que l'on rouvre le dossier et qu'on examine de plus près les conditions dans lesquelles cette annexion avait pu intervenir. Aujourd'hui, je dis que ce débat est très intéressant, que nous allons l'aborder immédiatement, mais dans un cadre plus général d'abrogation. Nous abordons l'histoire et nous abordons les secrets de l'histoire de l'annexion de la Savoie et de l'exercice actuel. Au moment où je parle, le secret, les histoires courent. Il paraît qu'il y a un avocat qui dit que la Savoie est libre et qui ont fait la démonstration. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Eh bien oui, c'est vrai, et il y a un certain nombre de secrets qui sont attachés à cette situation. Aujourd'hui, l'histoire est en train de s'écrire. Les frontières sont donc toujours existantes. Vous avez là l'exemple de bornes situées en pleine forêt, avec d'un côté, dans la diapositive précédente, une croix de Savoie, et de l'autre côté, au sud-est, la même borne frappée de la fleur de lys en bleu qui montre le côté français. La même borne vue de loin, en pleine forêt. Ces bornes sont toujours existantes au moment où je parle. Elles avaient été apportées en 1828. Oui, c'est d'ailleurs mentionné sur la plupart de ces bornes la date à laquelle elles ont été implantées. En tout cas, remise. Cette Savoie, elle est libre juridiquement du fait de l'abrogation du traité. Comprendre un peu l'histoire de la Savoie, pour comprendre ce qui s'est passé et ce que sont les droits aujourd'hui propres de la Savoie par rapport aux droits français, resituer les conséquences au plan du droit international de cette abrogation, aborder quelque chose d'assez peu connu qui est la décolonisation, parce que l'histoire coloniale en France est assez taboue d'une manière générale. La manière dont les territoires qui ont été sous l'autorité de l'Empire colonial français, je rappelle que dans les années 30, l'Empire colonial français est à son apogée et que depuis, un certain nombre de pays ont bénéficié de la décolonisation, des mesures de décolonisation
postérieures à la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vu disparaître l'Empire britannique et également une très grande partie de l'Empire français. Cette décolonisation, elle est réglementée. Des principes de droit international sont tout à fait applicables à la Savoie et je considère que PLS, qui est la fondation qui organise cette soirée, PLS a un rôle à jouer dans la diffusion de cette information et la prise en compte, l'anticipation de ce qui ne pourra pas éviter de se produire, à savoir l'obligation d'accompagner, de penser, de doter ce pays, de doter ce peuple d'un nouvel outil, d'un outil qui lui appartient, d'un outil dont elle n'a pas besoin de revendiquer les droits, puisqu'elle les possède déjà. Les droits propres à la Savoie sont applicables dès à présent du fait du caractère putatif de toutes les autres réglementations. Il va falloir que tout le monde s'y mette. Je pense qu'effectivement, le nouvel État Savoie est inéluctable dans son avenir officiel. Il va être officialisé que ce territoire, du fait de l'abrogation du traité d'annexion à la France, ce territoire va devoir se doter de droits propres. C'est l'ONU qui vraisemblablement se chargera de cette affaire. C'est ainsi qu'une demande d'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'ONU concernant le statut juridique de la Savoie et les éventuelles reconnaissances internationales par des États membres, soit d'un organe représentatif, le Conseil national de l'État de Savoie, ou directement de l'État de Savoie, puisque cet État, c'est une connaissance, l'État de Savoie, c'est un interlocuteur pour de nombreuses puissances aujourd'hui. La Savoie bénéficiait en 1860 d'un statut qui découlait de l'arrangement de toutes les puissances européennes dans le cadre du Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, c'est cette période durant laquelle toute l'Europe a réfléchi sur la manière de redessiner le vieux continent suite à la chute du Premier Empire, la chute de Napoléon à Waterloo 1815. À partir de 1815, l'Europe se réunit, la France perd toutes ses possessions européennes, y compris la Savoie d'ailleurs, laquelle est bénéficiaire de privilèges reconnus, accordés, actuellement incontestables, qui bénéficient à la Savoie en qualité d'État. Ces avantages et ces privilèges étant, à titre principal, une neutralité, c'est-à-dire la reconnaissance par tous les pays qu'on ne fait pas la guerre en Savoie. C'est d'ailleurs à cette époque que la neutralité helvétique, 1815, le Congrès de Vienne, c'est à partir de 1815 que tout le monde a été bien d'accord qu'on ne ferait plus la guerre en Suisse. À la même époque, on avait accordé, on avait étendu la neutralité helvétique à la Savoie, et on avait même doté la Savoie d'une zone franche et donc permettant une exemption des taxes d'importation et d'exportation pour développer précisément le territoire et garantir la stabilité et la puissance économique, donc militaire, de cette zone neutralisée et mise à la charge de la Suisse et au bénéfice de la Savoie. Dans mes recherches historiques, juridico-historiques, j'ai été frappé par le fait que cette neutralité était quelque chose de parfaitement connu en Savoie et d'ailleurs en France, dans la France voisine, puisque à partir de 1914,
les populations, notamment de Grenoble, se sont interrogées, vu que la guerre, ça commençait à sentir la poudre, se sont interrogées, les populations de Grenoble et de Lyon se sont interrogées sur la possibilité de venir se réfugier en Savoie si jamais des combats venaient à se produire. Cette neutralité helvétique, elle ne bénéficie plus, et c'est une anomalie, c'est un secret d'histoire qu'il faudra tôt ou tard éclaircir. Nous avons un traité de Versailles à la fin de la Première Guerre mondiale qui vient faire disparaître la neutralité, c'est-à-dire les droits de s'abstenir de faire la guerre en Savoie. C'est l'article 435, je crois, du traité de Versailles, qui a supprimé la neutralité. Par laquelle la France accorde à la Suisse la disparition de son obligation d'intervenir et de protéger militairement la Savoie, mais comme dit le vieil adage latin, donc d'application efficace et connue depuis des siècles, nemo plus iuris transfere potest quam ipse habet, nul ne peut transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose qui ne vous appartient pas. Eh bien, à l'inverse, puisque vous ne pouvez pas transférer plus de droits que vous en avez, vous ne pouvez pas renoncer à plus de droits que ceux qui vous ont été accordés. À ce sujet, le traité de 1860 avait été extrêmement précis. Là, vous avez une carte qui date de 1830 concernant la France. Vous voyez bien que la zone de la Savoie est bien exclue du territoire français. C'est un territoire étranger et c'est cette zone qui va pouvoir constituer une espèce de bouchon. Nous sommes en 1815. En 1815, il est intéressant que les Autrichiens qui sont présents en Italie ne puissent pas faire l'objet d'attaques express, et il est intéressant donc de maintenir cette zone. On repousse la France du Premier Empire dans sa configuration, dans ses limites donc de 1792. Elle perd la Savoie et la Savoie devient une zone privilégiée. Ces privilèges vont disparaître avec le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, mais c'est une anomalie. C'est une anomalie absolue. La France va faire perdre à la Savoie et à cette population le droit de ne pas faire la guerre. Et c'est un secret qui a été bien gardé, mais qui aujourd'hui ne résiste plus. Ce que je voudrais... Vous avez plusieurs dizaines de milliers de morts, plusieurs dizaines de milliers de personnes ici qui sont enrôlées pendant la Première Guerre, la Deuxième Guerre et même la guerre de 1870, donc 3 guerres qui n'auraient pas dû faire l'objet de levée de troupes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis connaître un peu l'histoire de la Savoie, connaître l'épisode juridique extraordinaire, unique au monde, qui est en train de se produire ici, c'est se mettre à l'abri peut-être d'événements considérables et susceptibles d'avoir des conséquences très précises et très concrètes sur les familles qui vivent ici. Si effectivement le traité d'annexion de 1860 est abrogé, et je le démontre, c'est les droits attachés à la Savoie de 1815 qui s'appliquent, et immédiatement, non seulement la Savoie rebénéficie d'une zone franche reconnue à l'échelon européen, mais également elle peut exiger de la Suisse qu'elle respecte des obligations qu'elle a violées lorsqu'elle a laissé des troupes se faire lever pendant les 3 guerres qui ont émaillé l'histoire de l'annexion de la Savoie pendant la France, par la France. Vous avez là une carte de l'époque qui était c'était les grandes zones de levée des gabelles. Je crois que c'est une carte de 1808 et on a non pas de 1808,
de 1828, on a cette Savoie qui est totalement hors du territoire national français. Alors, l'abrogation. L'abrogation, contrairement à la caducité, donc contrairement à la recherche juridique qui consistait à dire des droits de la Savoie ont été bafoués, il convient de faire respecter les paroles données à la Savoie et à son peuple, ces arguments demeurent valables, simplement ils sont chassés, relégués à un plan secondaire, puisque le traité de 1860 n'a pas à être respecté, puisqu'il a disparu. Alors, il a disparu. Pourquoi? Par l'effet de ce traité de paix avec l'Italie de 1947. Ce traité de paix est en vigueur, nous ne sommes pas en guerre, et ce traité exigeait trois choses. Dans son article 44, l'abrogation, c'est un mot qui est expressément utilisé par le traité de Paris de paix du 10 février 1947. L'article 44 organise un mécanisme en trois étapes, donc trois paragraphes qui vont s'articuler et aboutir à l'abrogation pure et simple du traité de 1860. Étymologiquement, donc, l'abrogation, ça vient de abrogare, abroger, ou abrogation, annulation, et c'est synonyme de l'abolition, de l'annihilation, de la nullité fondamentale d'un texte, de sa disparition. Le texte est nul et non avenu, il disparaît entièrement. Hein. C'est la définition d'abrogation. Il est utilisé par le traité de 1947. Alors, la diapositive que j'allais envoyer, c'était, mais elle est au mauvais format, c'était la version manuscrite du traité de 1860, où on voit écrit à la main, de la main de Victor Emmanuel et de Napoléon III, les conditions dans lesquelles la Savoie va être annexée, rattachée à la France. L'article 1er, du fait du format, vous ne le verrez pas, mais sur le site, c'est consultable, sur le site pourlasavoie.com, vous avez la possibilité de voir cette version manuscrite, l'article 1er précisant que la France récupère la Savoie dans l'état de ses droits. Dans l'état de ses droits. Ce traité de 47, article 44, donc, sur lequel je m'appuie, trois paragraphes, deux paragraphes qui sont des obligations, une procédure à respecter, et à défaut, une sanction qui est encourue par non seulement la France, à titre principal la France, puisque c'est un traité signé à Paris, mais également les 21 autres signataires de ce traité. Toutes les puissances, chacune des puissances alliées et associées, notifiera à l'Italie, nous sommes le 10 février 1947, dans un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent traité, les traités bilatéraux qu'elle a conclus avec l'Italie antérieurement à la guerre et dont elle désire le maintien ou la remise en vigueur. Toutes dispositions des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. C'est extrêmement clair. Les diplomaties, donc la France à titre principal, puisque la diplomatie française est signataire, dépositaire, elle est dépositaire de ce traité, c'est elle qui enregistre les notifications, c'est elle qui en conserve les archives, c'est même elle qui enregistre ce traité auprès de l'ONU, sous un numéro de référence à l'ONU, qui est le numéro 1-747. Ce traité de Paris est donc parfaitement en vigueur. Il oblige toutes les puissances, y compris la France, à notifier à l'Italie dans un délai préfixe de 6 mois les traités antérieurs, évidemment le traité de 1860. Tous les traités de cette nature, les traités antérieurs, qui auront fait l'objet de cette notification, seront enregistrés au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. L'ONU est effectivement régie par une charte
qui dispose dans son article premier des grands principes qui réglementent et qui régissent l'ONU, et je profite de l'occasion pour faire un peu d'actualité diplomatique. Nous avons actuellement nous vivons un moment très intéressant de basculement des institutions onusiennes. L'ONU a été créée en 1945 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale et en réaction à l'utilisation, la découverte et le risque que représente l'arme nucléaire. Et on essaye de concevoir un droit qui garantisse le maintien de la paix dans le monde. Et pour ce faire, on s'appuie sur deux principes fondamentaux et bizarrement antagonistes. D'un côté, vous avez la souveraineté des États. Il est important que les États membres de l'ONU soient maîtresses chez elles. Il s'agit de se réunir avant de faire la guerre, mais chacun doit respecter l'autre. On doit d'ailleurs respecter l'histoire, respecter les frontières, les États anciens. Et en 1945, une vingtaine de pays créent l'ONU. Aujourd'hui, ils sont 193. Les 173 pays qui sont venus rejoindre les premiers sont évidemment les pays qui sont nés pour la plupart du démantèlement des empires coloniaux. La Savoie fait partie de l'empire colonial, du premier empire colonial français, 1860, c'est contemporain à la décision de la France de prendre possession d'une très grande partie de l'Afrique, puis d'aller partir encore plus loin pour constituer le premier empire français. Cette ONU dispose d'un secrétariat général qui est chargé, en vertu de l'article 102, c'est le droit commun général de l'ONU, du droit international public. Les États qui veulent faire partie de l'ONU doivent s'engager, en vertu de l'article 102, à déposer au secrétariat de l'ONU les traités dont ils bénéficient, afin qu'on sache de quoi on parle. D'ailleurs, l'article 103 venant dire dans le droit commun de l'ONU que ceux qui ne le font pas ne viennent pas ensuite se plaindre de la violation de tel ou tel traité, ils ne peuvent pas en faire état. Là, on a une sanction qui est encore pire, puisque c'est obligation de notification, obligation d'enregistrement, mais si vous ne faites pas l'un et l'autre, eh bien, le traité de Paris, signé par la France, ratifié par la France, enregistré par la France, dit quoi? Si vous n'avez pas notifié, si vous n'avez pas enregistré, les traités qui n'auront pas fait l'objet d'une telle notification seront tenus pour abrogés. C'est le droit français, ça s'applique ici. Vous vous faites arrêter par un gendarme, il a le droit de vous demander vos papiers. Pourquoi? Parce que c'est un fonctionnaire français et que vous êtes en France. Oui, c'est un fonctionnaire français, mais il ne peut intervenir que sur le territoire national, et la Savoie est territoire national par les faits du traité de 1860. S'il n'est pas notifié, s'il n'est pas enregistré, le gendarme est putatif, il a toute l'apparence de votre épouse, mais il se trouve qu'elle n'était pas une femme libre, elle vous avait caché une partie de sa vie. Eh bien, la France a caché une partie des exactions commises par sa diplomatie, parce que non seulement je viens démontrer que le traité de 1860 est purement et simplement abrogé par les faits du traité signé à Paris, c'est un cas unique au monde, on n'a jamais vu un pays colonisateur qui perd une partie de son territoire, une partie de ses colonies, par les faits et par l'application stricte, sévère et implacable d'un traité qu'elle a elle-même édicté. Vous avez, tout le monde a connu une situation dans laquelle vous avez l'obligation de faire quelque chose, et si vous ne le faites pas, eh bien vous êtes marron, vous êtes chocolat. Si vous devez vous inscrire à un examen et que la date limite d'inscription à cet examen c'est le 15 janvier, si vous vous réveillez le 17 janvier, eh bien même si vous êtes très bon, eh bien vous ne pouvez pas vous inscrire, et quand bien même les épreuves sont 3 mois plus tard. Il y a des délais, il y a des choses à respecter, duralex sed lex, le droit c'est comme ça, il y a parfois des sanctions, des coups près qui tombent, et c'en est un de taille.
le traité de Paris, c'est incontournable pour la France, c'est un traité de paix, c'est en vigueur, et il fait obligation à la France d'avoir fait bien attention à son traité de 1860. Alors, l'a-t-elle fait? A-t-elle notifié à la diplomatie italienne le traité de 1860? J'affirme que non, et j'attends que quelqu'un vienne me démontrer le contraire. Quant à l'enregistrement, je n'ai même pas besoin de l'affirmer et d'attendre une opposition. Il est quand même beaucoup plus facile de rapporter une preuve positive que de rapporter une preuve impossible négative. Il est facile de prouver que vous êtes propriétaire de quelque chose. Il est difficile de prouver que vous n'en êtes pas propriétaire. Cet ordinateur, j'ai une facture, je peux prouver que je suis son propriétaire. Si maintenant je veux prouver que je ne suis pas son propriétaire, c'est assez compliqué. Bon. Par contre, là, dans la première question, dans la première paragraphe, c'est quelque chose que je viens de voir, qui est incroyable. Là. Toute disposition des traités dont il s'agit qui ne seraient pas en conformité avec le présent traité seront toutefois supprimées. Oui. Et il s'est supprimé par le fait que l'article 1er de la Charte de l'Atlantique, c'est condamnation de toute annexion territoriale, donc ça ne rentre pas dans le critère des enregistrements. D'une certaine manière, mais je viens de voir ça. Bien sûr, mais à titre principal, vous avez une obligation de notification. La France, elle est sommée par moi et par PLS et par un certain nombre de gens qui suivent le travail qui est fait par PLS, un certain nombre d'administrations. Je parle de l'administration de la justice, je parle de l'administration fiscale, je parle de l'administration de la défense nationale, je parle même de la présidence de la République et de Matignon, du Premier ministre, ou du Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères et européennes. Tous ces ministères sont incapables de fournir la preuve de la notification et encore moins de l'enregistrement à l'ONU. Alors, ils ont beaucoup de mal à le faire parce que tout simplement ce mécanisme est implacable. Pour avoir demandé en vain cette notification en des termes univoques, très simples. Écoutez, je donne un exemple. Vous me demandez de payer telle amende, ou vous sollicitez le paiement de tel avis, de tel tiers prévisionnel. Je suis d'accord sur le fait que le Code général des impôts existe, je suis d'accord sur le fait que le Code de procédure fiscale existe, mais encore faut-il qu'il s'applique ces textes sur le territoire national. Donc on en revient à la Savoie est-elle française? Elle l'est en vertu du traité de 1860, mais elle ne l'est plus par la découverte de ce qu'il manque au rendez-vous. Les deux obligations expresses qui sont exposées, édictées par le traité de 1947, deux étapes cumulatives. La première, premier paragraphe, la notification. Il suffit de fournir la date, le numéro et l'identité du diplomate qui aurait procédé à la notification. Il est impossible de le faire. Et quant à l'enregistrement, il n'existe pas. Nous avons, et c'est installé en ligne, l'attestation officielle de l'ONU qui le reconnaît, et puis surtout, nous avons encore mieux, puisque nous avons l'aveu fait à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une réponse faite à M. Nicolin, député UMP de la Loire, qui interroge le gouvernement sur l'enregistrement ou pas de ce traité. Et réponse de M. Kouchner à l'époque, on est en juin, le 15 juin 2010, effectivement, nous n'avons pas enregistré, mais il ment quand il dit « nous avons notifié ». En réalité, il n'y a pas eu de notification, c'est assez simple à comprendre. Si jamais la France avait enregistré le traité de 1860, le traité d'annexion territoriale, elle aurait été soumise aux obligations générales de décolonisation et de désannexion. Par conséquent, la décision de non-enregistrement a été prise en 1947. C'est volontairement que la France n'a pas enregistré. A-t-elle notifié? Elle n'a pas notifié non plus, parce que si elle avait notifié le traité aux Italiens, rien n'aurait empêché les Italiens, lorsqu'ils ils ont finalement pu rentrer à l'ONU en 1955 de mémoire, eh bien, il n'aurait pas manqué d'enregistrer le traité qui leur avait été préalablement notifié. Afin de ne pas prendre de risque, on n'a pas notifié.
on dispose, mais ça a été développé à Moutier. Croyez-moi sur parole, vous revisionnez cette première vidéo, c'est assez clair. Ce traité n'a été ni notifié ni enregistré. Par conséquent, la situation est très simple. Nous sommes dans une situation inédite où l'abrogation du traité de Turin est un élément incontournable. L'histoire cryptée de la Savoie, elle est cryptée dès le départ, mais elle est cryptée encore aujourd'hui. Elle est cryptée dès le départ parce qu'on parle du traité de 1860 depuis le départ. En réalité, ce n'est pas en 1860 que le sort de la Savoie a été scellé. Il a été scellé dès 1858 dans ce qu'on a appelé les accords secrets de Plombières, c'est-à-dire une entrevue maçonnique, en tout cas d'inspiration et de volonté maçonnique de rapprochement entre Cavour et Napoléon III, c'est-à-dire les Carbonari. On a cet élan de la France qui essaye de remettre la main sur la Savoie qu'elle a perdue donc en 1815, et c'est le roi Victor Emmanuel qui ambitionne de devenir roi d'Italie, qui va dans un échange, dans le cadre d'un accord secret dès 1858, accepter de céder la terre de sa maison d'origine, la maison de Savoie. Il y a d'ailleurs des éléments qui établissent qu'il y aurait des problèmes en réalité de substitution d'enfants, et que cette renonciation des ducs de Savoie devenus roi d'Italie du berceau de leur famille et l'abandon de la Savoie à la France serait en réalité aurait été forcé par le risque sinon de révélation à ce sujet. En tout cas, la franc-maçonnerie française, qui est à l'origine absolument centrale de la révolution de 1789, et tous les révolutionnaires français, tous ceux qui ont compté, ont pour la plupart péri durant la terreur, mais il n'empêche qu'ils étaient pour la plupart francs-maçons. Je pense à une exception, c'est évidemment Lafayette, qui avait exporté et expérimenté les idées et les méthodes révolutionnaires en Amérique avant que de les faire exploser en France. Mais cette franc-maçonnerie, elle voit la Savoie comme une terre contre-révolutionnaire. C'est bien évident que les familles nobles de France en 1792 se sont réfugiées à quel endroit? Évidemment, ils se sont réfugiés en Savoie. Et donc, depuis longtemps, on veut récupérer la Savoie. 1858, entretien secret de Plombières, et on se tape dans la main, on se frise la moustache, puisque j'ai retrouvé le compte-rendu personnel de Cavour à l'issue de l'entretien avec le Victor Emmanuel. Et effectivement, au moment où le sujet principal de savoir si la France va pouvoir récupérer la Savoie, le problème est réglé. Cavour précise à son souverain que Sa Majesté l'Empereur des Français a, au moment où il a concédé la cession de la Savoie, je ne dis pas ce serait, c'est friser la moustache. Alors effectivement, cet entretien secret de Plombières, il va compter dans le dispositif. Aujourd'hui, l'abrogation du traité ne fait pas l'affaire des francs-maçons révolutionnaires de 1860, mais la situation a changé. La situation a changé. Le traité de 1860 est abrogé, et la Savoie dispose d'un champ patriotique. Ce champ patriotique,
c'est le chant des Allobroges. Ce chant des Allobroges, il est écrit à quel moment? 1848. Il est écrit entre 1848 et 1851, c'est-à-dire en fait au moment de l'accession au pouvoir en France de Napoléon III et une réaction des personnes qui ont estimé qu'effectivement le retour du système impérial en France risquait d'avoir des conséquences sur la liberté et donc sur la Savoie. Tout se tient en réalité. La Savoie dispose de droits très importants en 1859. La population, on lui passe par-dessus la tête et on la rattache à la France. Aujourd'hui, on est en 2011, vous avez des brochures officielles de la France qui reconnaissent l'année dernière, en 2010, à l'occasion de la commémoration du 150e anniversaire, que, par exemple, c'est écrit noir sur blanc et c'est imprimé sur du papier payé par les impôts, que ce soit des impôts locaux, régionaux ou nationaux, puisque des villes, la région et le ministère de la Culture ont édité cette brochure qui reconnaît, page 5, que les bulletins non n'ont pas été imprimés. Alors évidemment, en 1860, lorsque les résultats sont proclamés et que officiellement 99,8% des Savoyards, on parlait de Savoisiens à l'époque, sont censés avoir dit oui, en réalité on comprend que tout ça était truqué. Mais ça ne pose pas de problème en 2010, on considère que c'est historique. Mais non, c'est pas uniquement historique, c'est également juridique. C'est pas juridique parce que les élections ont été truquées en 1860. Ça a des conséquences parce que ce traité a été signé, ce traité a été mis en vigueur dans des conditions qui historiquement sont critiquables, mais qui aujourd'hui, juridiquement, ont disparu. Il n'y a plus d'annexion de la Savoie par la France, le traité est abrogé, l'histoire se répète, l'histoire est méconnue, l'histoire est cachée aux gens, mais forcément, tôt ou tard, la lumière chasse les ténèbres. Les ténèbres les plus vastes, les ténèbres les plus profondes ne peuvent pas éteindre la flamme d'une simple bougie. En revanche, une toute petite bougie, eh bien, ça peut chasser l'immensité des ténèbres d'une pièce. C'est clair, c'est inéluctable. La Savoie a des droits et tout simplement, elle les fait valoir elle les fait valoir de manière assez humoristique. Vous avez à l'écran une illustration qui date de quelques mois déjà, par lequel des individus ont revêtu les radars automatiques de la Savoie de manière assez massive et c'est passé relativement inaperçu, on n'en a pas parlé. En tout cas, il le faisait au grand jour, il le faisait avec des cartons qui ne commettaient aucune dégradation parce que la Savoie se bat avec une arme qui ne s'enraye pas, c'est le droit international. Alors, ces cartons étaient revêtus de panneaux qui proclamaient l'abrogation de ce traité de 1860. Ils sont restés en place un certain temps puisque les gendarmes avaient peur de les enlever au risque de se faire prendre en photo et qu'on les soupçonne de les avoir eux-mêmes installés. Alors cette illustration d'installation au vu et au su des autorités de la gendarmerie française de carton, qui nous sommes en mai 2011, à l'instant même où la discussion de savoir si on va pouvoir, et s'il est souhaitable et s'il est souhaité par la population que l'on enlève les panneaux qui avertissent les radars fixes sur le territoire national de la France, eh bien, au moment où on se pose des questions, la Savoie n'a pas à se poser ces questions. Les radars français qui sont implantés en Savoie sont purement et simplement illégaux. J'appelle publiquement et devant les internautes et le monde entier, j'appelle tout le monde à faire l'expérience d'emmailloter en Savoie un radar, tout simplement en m'envoyant
les Pandores et la gendarmerie pour venir me dire que le traité de 1860 est toujours en vigueur. Moi, ils me parleront du traité de 1860 et moi, je leur parlerai du traité de 1947 et des obligations que la France avait contractées et qu'elle n'a jamais respectées. Par conséquent, on sait ce que ça va donner, l'incapacité des autorités françaises et donc du parquet à me fournir la preuve de la notification et de l'enregistrement. Je brûle d'impatience de voir les autorités françaises venir poursuivre un ancien avocat de la Direction générale des douanes et d'une administration centrale ayant étudié, ayant été payé, ayant été honoré d'avoir défendu au plan du droit international la France. Je dis en tant qu'avocat spécialiste de la question et connaissant un peu l'administration, je dis que l'administration française est incapable de prouver sa légitimité en Savoie, elle doit en tirer les conséquences. Et quant aux gens qui vivent ici, ils doivent comprendre la situation, anticiper ce qui va se passer, comprendre que ce que dit M. Juvin en début de conférence, vous avez entendu le résumé d'une conférence qui est en ligne sur Dailymotion en intégralité, vous avez des gens qui savent de quoi ils parlent et ils disent que l'avenir, c'est évidemment de retrouver ses droits, de retrouver ses identités et d'affronter au mieux la vague de problèmes et d'ajustements qui attend la Savoie ainsi que le monde entier dans le cadre de cette virtualisation du monde. J'appuie sur mon ordinateur et je clique et j'achète mon vélo fabriqué à Tombouctou. C'est ça le monde, mais c'est un monde virtuel. En réalité, la Savoie, c'est un pays de montagne, c'est un pays doté de la souveraineté, c'est un pays ayant vécu juridiquement sous l'égide et l'autorité française, mais en vertu d'un traité qui est abrogé. On a caché à la population en 1860 que tout était réglé, en réalité en coulisses, depuis 2 ans. On a caché aux combattants qui ont été mobilisés en 1914 ou en 1940 pour aller faire une guerre qu'ils étaient en droit de faire s'ils le souhaitaient, mais qu'ils pouvaient s'abstenir de faire, puisque c'était leur droit reconnu. Cette crypto-colonisation, cette crypto-uniformisation, cette crypto-disparition des droits propres à la Savoie, et aujourd'hui des gens de lignée ignorent que ce que je dis est vérifiable, que ce que je dis peut leur bénéficier immédiatement, ils vont forcément, avec la découverte de l'abrogation et de la nécessité d'envisager dans un avenir proche un système juridique à refaire entièrement, eh bien, au plan local, à inventer et peut-être à choisir de manière suffisamment judicieuse, suffisamment moderne, suffisamment prospective pour pouvoir même inspirer et servir d'exemple aux autres départements, à la partie restante de la France. Alors la France, elle a connu des situations qui sont identiques, enfin semblables. Identiques, non, c'est un cas unique, mais en tout cas ressemblantes, analogiques. Première analogie, c'est l'Algérie. L'Algérie, avant que d'être décolonisée, avant que d'être indépendante, avant que d'être reconnue comme État membre de l'ONU, l'Algérie, c'était des départements français. La France avait même, pendant la Seconde Guerre mondiale, la capitale de la France libre, c'était Alger. Et les lois étaient prises, les lois édictées sous l'autorité du général de Gaulle, étaient des lois du gouvernement d'Alger. Parce que l'Algérie, c'était 3 départements français. La Savoie, c'est 2 départements français. Mais la France a connu la dédépartementalisation d'une partie de son territoire. En perdant l'Algérie, elle va connaître la dédépartementalisation en perdant la Savoie. Elle va la perdre, elle l'a perdue,
parce qu'elle n'a pas fait le nécessaire, parce qu'elle a entubé les populations de Savoie en ne respectant pas ses obligations, en ne respectant pas ses obligations vis-à-vis de la Savoie et de ses populations, mais également vis-à-vis de l'ONU et de la communauté internationale. Pensons quand même que la France, c'est un État membre du Conseil permanent de sécurité de l'ONU, que c'est une puissance militaire qui fait parler d'elle en ce moment, qui a une vision extensive de la résolution 1973, par exemple, autorisant la France à être le fer de lance d'une sécurisation de l'espace aérien libyen. Et aujourd'hui, on a certaines dérives qui sont souhaitées par certains, critiquées par d'autres, mais en tout cas juridiquement tout à fait abstrues. Alors, la situation, elle est la suivante. Moi, j'ai en face de moi le ministère des Affaires étrangères. Il a, en juin 2010, annoncé qu'il allait procéder à l'enregistrement immédiat, dans les plus brefs délais, du traité de 1860. Eh bien, j'invite tout le monde à vérifier si ça a été fait. Nous sommes 10 mois plus tard, ce n'est toujours pas fait. Ce n'est toujours pas fait. La Savoie n'est toujours pas enregistrée à l'ONU. Elle ne peut pas l'être parce que si la France enregistre la Savoie à l'ONU, elle la perd immédiatement. Ce que je viens de dire est officialisé. Le traité de 1860 est enregistré à l'ONU. Il est qualifié de traité d'annexion territoriale. On constate qu'il n'a pas été notifié dans le délai préfixe de 6 mois aux Italiens. Par conséquent, le bureau de décolonisation s'en occupe immédiatement. La Savoie, c'est comme l'Algérie, des départements français. Je ne parle pas ici de Nice, même si Nice, c'est le même problème que la Savoie. En tout cas, c'est par les accords d'Évian, c'est-à-dire des accords entre la France et les autorités représentatives de l'Algérie est intervenue la décolonisation, l'indépendance algérienne. C'est exactement ce qui va se produire avec la Savoie, des accords d'Évian, peut-être des accords de Saint-Jean-de-Maurienne, puisque nous sommes à Saint-Jean-de-Maurienne. En tout cas, ces accords pourraient parfaitement être transposés, inspirés des accords permettant à la France et aux autorités françaises de progressivement ou brutalement se retirer de ce territoire pour lequel elle a perdu toute autorité légitime. Deuxième exemple, et j'en aurai terminé, qui peut inspirer ce qui va se produire, c'est les accords de Nouméa, puisque la Nouvelle-Calédonie avait été colonisée, avait été envahie militairement en 1853 par les troupes de Napoléon III, c'est-à-dire 7 ans avant la Savoie, finalement pour les mêmes raisons et selon les mêmes processus que la Savoie, la Nouvelle-Calédonie est rentrée dans l'espace juridique, administratif et politique français, et elle en est sortie avec les accords de Nouméa, qui ont organisé un processus qui tente à aboutir dans sa finalité prochainement, c'est-à-dire des élections qui permettent aux Calédoniens de choisir leur avenir, mais dans une situation transitoire qu'ils connaissent depuis maintenant plus de 10 ans, dans lequel les transferts des pouvoirs régaliens ont été opérés et que des textes spécifiques, c'est une assemblée législative qui est à Nouméa, des textes spécifiques à la Nouvelle-Calédonie existent depuis les accords de Nouméa. Nous avons la possibilité, par exemple, d'avoir des accords de Moutier qui permettent le transfert progressif des pouvoirs régaliens. Et donc, l'administration française sait faire. Elle a su se retirer d'Algérie, elle a su se retirer de Nouvelle-Calédonie, elle saura se retirer de Savoie, elle saura parce qu'elle le doit. Elle le doit parce que juridiquement c'est imparable. Elle a un traité signé à Paris en 1947 dont elle est signataire, dépositaire et enregistreuse à l'ONU. Et ce traité, il aboutit à une abrogation pure et simple et à la légitimation d'actes qui sont évidemment symboliques, mais qui sont tout à fait pratiques. Toute personne qui souhaite, dans le cadre de la mondialisation, parier sur un projet
radieux, en tout cas un projet viable et un projet porteur de grands espoirs, doit s'intéresser à ce cas unique de traités cachés, de traités dont la notification et l'enregistrement ont été oubliés et dont la découverte du poteau rose aboutit à une situation pleine d'avenir. Vous avez effectivement une richesse intrinsèque de la Savoie et une particularité géostratégique, économique, humaine qui rend inutile de s'interroger sur la faisabilité et le caractère pérenne du projet d'une Savoie exerçant de nouveau par elle-même les attributs de sa souveraineté. C'est ainsi, je pense que dans un avenir très proche, les autorités françaises vont devoir prendre en compte ce fait juridique incontournable, en tenir compte en mettant en place des outils qui peuvent être nouveaux, puisque la situation est nouvelle, mais qui peuvent aussi ressembler à des choses qui existaient en Algérie ou en Nouvelle-Calédonie et se sont transformés en processus efficaces de décolonisation et d'exercice du principe d'autodétermination des peuples. Car je vous l'avais dit, et j'en termine avec ça, l'ONU qui actuellement subit une crise très importante, elle est fondée évidemment sur le principe d'indépendance et de souveraineté nationale, d'interdiction, d'obligation de non-ingérence, mais elle repose également sur le droit des peuples et le principe d'autodétermination des peuples, lequel principe justifie aujourd'hui quelque chose que je qualifierais de légèrement dérapant, puisqu'il s'agit d'anticiper sur le risque d'atteinte au peuple pour justifier des interventions et des ingérences dans les affaires intérieures des États membres. Mais il n'empêche que ce droit des peuples et ce droit à l'autodétermination, ils sont présents dans tous les esprits, qu'à propos par exemple du Kosovo, les grands blocs sont en train de s'affronter au sein de l'ONU pour savoir s'il faut reconnaître au Kosovo sa souveraineté. Sur 193 pays à l'ONU, au moment où je parle, apparemment 73 pays à ce jour, nous sommes le 20 mai 2011, 73 pays ont reconnu le principe de la reconnaissance de l'État kosovar, mais il y a 120 pays qui s'y opposent fermement au motif qu'il ne s'agit pas d'un cas de décolonisation. Le Kosovo n'a jamais été un État doté de tous les attributs de la souveraineté d'un État membre, ce qui n'est pas le cas de la Savoie. La Savoie a été dotée, elle bénéficie de cette abrogation pure et simple de son collier juridique et administratif, et cette disparition fait que la Savoie est libre. Voilà, alors les questions sont les bienvenues. La Savoie n'a rien à voir avec l'Algérie ou la Nouvelle-Calédonie, hein, c'est plus semblable avec la Slovénie, avec la Lituanie. L'autre jour, il y a eu une émission, ils n'ont pas attendu 107 ans, les Russes sont partis, c'est l'ONU, puis ils ont pris tout de suite le relais. Et le gars disait, s'ils avaient fait une votation, 85% de contre. Ça n'a rien à voir avec l'Algérie, puisque la Savoie a été perdue par l'Algérie. Disons que juridiquement, c'est effectivement bien pire, puisque les discussions et les affrontements qui ont été nécessaires à certains pays pour que soit posée la question de leur indépendance ou de leur souveraineté, ou en tout cas de leur reconnaissance au plan international, ne se posent pas.